Si vous avez des adolescents à la maison, il est probable que vous vous sentiez découragé face à leur comportement alimentaire, notamment parce qu'ils mangent trop ou mal ou pas assez. Alors pourquoi autant d'adolescents boutent-ils les légumes? Ont-ils des besoins particuliers en matière d'alimentation? L'alimentation a-t-elle une incidence sur leur santé, leur morale ou leur niveau d'énergie? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Karen Dubois, naturopathe, et Véronique Fauconnier, nutritionniste notamment auprès d'Adore 55. Bonjour Karen, bonjour Véronique. On va commencer avec une première question. Je me tourne vers vous. Karen Dubois, je rappelle que vous êtes naturopathe. Alors, on considère souvent qu'il y a cette attirance des adolescents pour la junk food. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce la réalité? Et pourquoi sont-ils attirés vers ce mode d'alimentation plus que leurs parents? Alors je pense qu'effectivement la junk food ou bien la malbouffe est un véritable phénomène de société actuelle, ce qu'on n'avait pas forcément il y a quelques décennies en arrière, puisqu'à l'heure actuelle la société fait que ce style d'alimentation est beaucoup plus mis en avant, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau des grandes surfaces. Il y a de plus en plus d'enseignes qui ont pignon sur rue et qui proposent ce style d'alimentation qui est complètement décalé entre les besoins fondamentaux nutritionnels et ce qui est proposé au niveau donc de ces aliments, je dirais, complètement non physiologiques. Donc c'est une réalité et nos enfants, nos ados, ils sont de plus en plus confrontés parce que phénomène d'actualité, quand ils se regroupent, etc. Et donc, il y a cette tentation qui est vraiment là, présente, fortement au sein de notre société. Véronique Fauconnier, vous êtes diététicienne. On l'a compris, il y a cette tendance négative pour les adolescents. Mais alors, au fond, quels sont les besoins particuliers des adolescents en matière de nutrition? Est-ce que vous pourriez nous détailler ça? Les ados, ils ont quand même besoin d'une alimentation quand même autre que nous, adultes. Ils ont besoin aussi d'avoir un petit peu plus d'énergie parce qu'ils se dépensent aussi, ils font des sports en général, même pour l'école aussi. Au niveau intellectuel, ils ont besoin aussi d'avoir un apport énergétique supplémentaire. Donc c'est sûr et ils sont en pleine croissance aussi, donc ils ont besoin aussi de calcium supplémentaire. Donc c'est sûr qu'un apport en féculents est important aussi donc pour l'énergie. Du coup, dans le prolongement, comment les parents peuvent-ils répondre à ces besoins qui sont spécifiques? Alors, déjà, en montrant le modèle, forcément, c'est important qu'en tant que parent, on se positionne sur une alimentation équilibrée et variée, sur des plats qui regroupent effectivement les nutriments essentiels que sont les protéines, les féculents, mais les féculents avec des fibres, donc on parle d'aliments demi-complets, semi-complets, avec des légumes qui vont être source de vitamines, de fibres, etc. Et sans oublier l'alimentation vivante, que ce soit des crudités, que ce soit des fruits, que ce soit des oléagineux. On se doit de proposer à nos enfants ce type d'alimentation. C'est essentiel d'avoir une bonne communication, un bon dialogue pour montrer l'exemple et pour accompagner ces enfants, ces ados qui sont vraiment dans une période charnière et qui voient leur corps vraiment se transformer. Et comme disait Véronique, ces corps, ces organismes ont des besoins vraiment spécifiques. Et c'est à nous, parents, effectivement, d'être acteurs dans l'accompagnement et en montrant l'exemple de plats vraiment et de menus élaborés et équilibrés. Alors Véronique, une question que l'on se pose souvent, une question qui est sans doute centrale. Quel impact peut avoir une bonne ou une mauvaise alimentation pour le coup sur
le niveau d'énergie des adolescents, mais aussi sur leur humeur finalement. Alors la mauvaise alimentation, ça peut avoir des conséquences sur leur sommeil, déjà aussi. Une alimentation trop riche, trop grasse peut l'apporter comme la junk food. On peut avoir de l'irritabilité du coup chez les enfants qui ont une mauvaise alimentation, et ça peut avoir des conséquences même sur leurs études, pour la concentration au niveau de l'école. Donc c'est quand même important une très très bonne alimentation. Et plus tard aussi, ça pourrait avoir des conséquences sur leur santé, parce que les jeunes à l'heure actuelle ne sont pas conscients. Ils sont jeunes, ils sont ados, ils profitent, ils ne sont pas déjà en train de penser à plus tard. Mais plus tard, ça pourrait très bien avoir des conséquences sur des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète ou d'autres choses. Donc c'est important d'avoir une bonne alimentation variée, comme le disait Karine. Justement, Karen, vous parliez tout à l'heure, Karen, vous parliez tout à l'heure de l'exemple que doivent donner les parents, justement. Mais alors, de façon très concrète, comment peuvent-ils, ces parents, encourager leurs adolescents à prendre de bonnes habitudes en matière d'alimentation? Quelles pourraient être les astuces comme ça que vous pourriez nous donner? Alors, les astuces, quand on est confronté effectivement à nos ados qui sont un petit peu réfractaires à manger ce qu'on leur propose en tant que menu équilibré, c'est de ne pas tomber dans des discours trop moralisateurs, c'est d'avoir des explications très simples, déjà sur les conséquences qu'une mauvaise alimentation peut avoir sur leur santé, comme le disait Véronique, plus ou moins à long terme. Et puis, c'est d'être à l'écoute également de nos ados pour leur expliquer et puis les rendre acteurs également de ce qu'ils mangent et de ce qu'on leur propose. Par exemple, dans l'élaboration de certains menus, de leur demander ce qu'ils vont préférer manger ou pas, mais garder un cadre dans lequel effectivement ils peuvent donner leur avis sur leur goût, mais tout en conservant vraiment le schéma d'une assiette équilibrée, en prodiguant donc des protéines, des féculents, des légumes, des crudités, etc. Donc c'est beaucoup de l'écoute, c'est beaucoup de compromis, hein. Je pense que c'est vraiment avec parfois des notes d'humour, et puis ce rapport qui peut être aussi une certaine complicité entre parents et ados, ou cuisiner en famille, ça peut être aussi des moments privilégiés où les enfants apprennent également à devenir plus tard autonomes sur leur propre façon de s'alimenter. Donc c'est des petites astuces effectivement comme ça qui peuvent être pensées, élaborées pour un petit peu amener cette notion d'alimentation saine au menu de tous les jours. Je rebondis, Véronique, sur l'analyse de Karen. Il s'agit, quand on est parent, de se mettre à la place de l'adolescent, au niveau de l'adolescent, notamment dans le cas où il s'obstinerait un peu à manger, entre guillemets, n'importe comment. Oui, je pense que des fois, il faut savoir un peu lâcher prise aussi, pas toujours être sur eux, c'est normal, ils cherchent leur identité aussi quelque part. Donc le fait d'aller de temps en temps manger junk food n'est pas grave non plus en soi. Mais si, comme a dit Karen, si ils ont les bonnes bases à table, à la maison, je pense que plus tard, ils le referont aussi. Donc il faut pas savoir pas être dans le conflit, et il faut savoir lâcher prise avec eux aussi, un peu les comprendre aussi, et comme elle disait, être à l'écoute, c'est vraiment hyper important, et échanger avec eux, parler, ça c'est vraiment important, parce que justement qu'ils ne se renferment pas, parce que ça peut aussi faire l'effet inverse du fait de ne pas avoir de dialogue avec eux, donc c'est vraiment important. On va parler d'un cas précis maintenant, celui des adolescents qui seraient pensionnaires, demi-pensionnaires. Est-ce qu'on peut estimer qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans les repas qui sont servis à la cantine, par exemple? Et si ce n'est pas le cas, comment compléter? Alors à l'heure actuelle, je pense que la restauration collective dans le système éducatif fait des efforts pour proposer des menus équilibrés, puisque les enfants trouvent quand même des crudités en entrée, trouvent des protéines, des légumes, des féculents sur le plat principal, un produit laitier, et puis donc un dessert qui va être plus ou moins sucré en fonction de la proposition des menus. Donc effectivement, c'est possible que les enfants mangent équilibré à la cantine.
Maintenant, par rapport, je pense, aux choses qui sont un petit peu manquantes au niveau de la restauration collective, ce sont les bonnes graisses. Les bonnes graisses que l'on va trouver dans les huiles végétales, qu'on va trouver dans certains poissons comme les sardines, les maquereaux, etc. Donc les bonnes graisses qui sont très très importantes pour le développement cérébral, tout ce qui est développement aussi cellulaire, ça va être, je pense, le petit point négatif qui va être, qui va être mise en avant par rapport à la complémentation que les adolescents pourraient avoir en parallèle de ces états de pensionnat ou de demi-pensionnat. Donc une supplémentation effectivement soit en huile végétale liquide ou en complément de gélules d'huile de poisson serait peut-être intéressant à mettre en œuvre au niveau des parents, puisque ces bonnes matières grasses ne sont pas forcément présentes dans les plats de restauration. Si je peux reprendre aussi, à savoir aussi qu'il y a quand même une réglementation qui est mise en place au niveau des cuisines de collectivité. On a le GEM RCN, donc qui est en place pour toutes les écoles au niveau national. Donc du coup, il y a quand même la réglementation qui est quand même fort suivie. Voilà, par les cuisines de collectivité. Donc pour moi, en général, un enfant a un repas totalement équilibré dans une cantine. Alors c'est vrai que les huiles, voilà, il y a peut-être, même malgré que les vinaigrettes de plus en plus sont déjà à base de colza, donc on retrouve quand même un peu d'oméga 3 aussi. On reste avec vous, Véronique, parce qu'on a parlé de ces enfants qui sont, de ces adolescents qui sont à l'école. Prenons le cas de ceux qui s'installeraient dans un appartement pour, par exemple, suivre leurs études. Ils n'auraient pas forcément le temps de cuisiner ou d'apprendre à cuisiner, ou pas forcément l'envie. Qu'est-ce qu'ils pourraient manger de façon assez rapide pour manger bien, manger sain? Déjà, soit les parents leur préparent leur petite boîte pour le week-end, avant de partir à leur appartement, comme ça ils n'ont plus qu'à réchauffer au moins pour les 2-3 premiers jours. Après, pourquoi pas se faire un petit repas à l'extérieur avec des autres camarades quelque part aussi. Et puis on peut très bien aller aussi sur des repas froids, on peut faire des petites salades gourmandes, on peut aussi avoir, il y a les fameuses wraps qu'ils aiment encore bien, les ados. On peut la faire tout à fait équilibrée avec des crudités dedans, un peu de saumon fumé ou un peu de jambon, et puis on peut mettre une genre de sauce dip justement pour apporter des oméga 3 à base d'avocat par exemple. Voilà, on peut très bien apporter des petites choses comme ça qui sont totalement équilibrées pour un jeune aussi. On va parler avec vous, Karen, d'une autre problématique qui concerne peut-être plus les filles, sans faire dans le cliché, mais ce cas des adolescentes qui ne mangent pas suffisamment pour se rapprocher un peu des canons, si l'on peut dire, de beauté valorisés par les médias. Les conséquences d'une alimentation un peu carencée, qu'est-ce que ça peut être ? Alors effectivement, il y a les deux extrêmes au niveau des adolescents, ceux qui ne vont pas faire attention à leur image, donc qui vont aller plus sur le surpoids, et donc les autres, plutôt les filles, qui vont aller sur une alimentation plus restrictive pour, comme vous dites, répondre à des normes de beauté. Donc les conséquences des carences vont être effectivement pas forcément visibles dans l'immédiat, mais c'est sur plusieurs années où effectivement on peut voir un arrêt de la croissance, un arrêt du développement pubertaire. Donc ça va être des filles qui vont avoir des règles qui vont venir plus tardivement. Ça va être également des cas où ces adolescents vont être anémiés, puisque la carence en fer est très vite mise en place sur une alimentation carencée. Ça va être également une minéralisation osseuse qui va mal se faire. Et donc, à long terme, effectivement, sur l'âge adulte, il peut y avoir des conséquences sur une ostéoporose précoce, sur une vitalité qui sera peut-être moindre à l'âge adulte, par rapport aux carences qui ont été vécues à l'âge de l'adolescence. Merci beaucoup à vous deux. On a encore une série de questions que nous ont posées les parents d'adolescents. Je vais vous les lire, en commençant par vous, Véronique. Il m'arrive de forcer mon enfant à manger des aliments qu'il dit ne pas aimer. Suis-je dans le vrai ? Moi, je répondrais que non.
Il faut pas forcer un enfant. Je pense que même nous adultes, ça nous arrive d'avoir des aliments qu'on n'aime pas et on ne va pas les manger, donc on ne va pas forcer son enfant non plus. Comme avec un légume aussi, des fois les enfants peuvent être réticents sur les légumes. Il faut jamais les forcer à le manger. Leur reproposer peut-être d'une autre façon aussi, en les préparant différemment, mais voilà, et leur demander simplement de goûter. Et puis s'ils ne veulent pas non plus, mais il faut pas les forcer parce qu'autrement on peut se retrouver devant un blocage aussi, et puis avoir d'autres soucis derrière après. Donc non, faut pas le forcer. Mes amis me reprochent, je cite, mes amis me reprochent souvent d'interdire les sucreries à mes enfants. Je pense qu'ils n'ont pas accès à ce genre d'aliments. Ils prendront l'habitude d'aller vers des aliments simples, pain, fromage, fruits, gâteaux maison. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors effectivement, moins la tentation est présente, plus les enfants iront vers une alimentation plus équilibrée. Le fait qu'il n'y ait moins de viennoiseries, de soda, etc. à la maison fait que les enfants iront de toute façon trouver des aliments qui leur conviendront. Et donc c'est effectivement le rôle des parents d'intégrer dans les placards des choses plutôt élaborés, comme les gâteaux faits maison, effectivement, sont beaucoup plus sains que tout ce qu'on trouve au niveau industriel. Et donc la tentation sera effectivement moindre plus tard. Ça fait partie effectivement des habitudes du quotidien. Alors je dis pas qu'effectivement les ados, les enfants iront trouver le substitut de sucre ou de petites gâteries chez les copains, chez les grands-parents, etc. Mais au moins à la maison, il y a une éducation, il y a quand même des choses qui s'inscrivent dans les habitudes du quotidien. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre, tout à fait. Une autre question posée par un parent. En tant que parent, je suis moi-même difficile et j'ai très peu d'appétit. Mes enfants développent les mêmes difficultés alimentaires, ce qui me fait culpabiliser. Que faire ? Je vais dire, si la personne a déjà, en tant que parent, des difficultés, déjà, c'est peut-être que la personne a peut-être un trouble du comportement alimentaire aussi. Il ferait mieux déjà lui-même aller voir peut-être quelqu'un pour l'aider, l'adulte en premier, avant que les enfants attrapent justement cette difficulté-là. Je vais dire, c'est vrai que c'est pas évident quand on a déjà nous-mêmes un problème d'arriver à faire comprendre à un enfant de manger quelque chose que nous on ne mange déjà pas. Donc je pense que déjà le problème c'est l'adulte qui doit déjà résoudre le sien avant d'essayer de trouver une solution pour l'enfant, parce que je pense que l'enfant naturellement il va nous copier quelque part. Donc c'est vrai que si on a déjà des troubles du comportement alimentaire ou qu'on n'apporte pas à table l'alimentation équilibrée, où on apporte tout, c'est sûr que l'enfant plus tard risque de reproduire la même chose. Mes enfants ont un teint pâle et leur grand-mère critique ma façon de les alimenter. Y a-t-il un lien ? Personnellement, c'est du vécu, ça. Mais je vous laisse la main. Alors le teint pâle, alors moi j'aurais deux explications. Effectivement, on sait très bien que dans la population européenne, on a tous des teints plus ou moins prononcés. Il y aura des peaux claires, il y aura des peaux moins claires. Donc c'est pas une fatalité d'avoir une peau claire et d'être mal nourri. D'autre part, effectivement, il faut voir les enfants dans leur globalité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème de fatigue? Est-ce qu'il y a un problème de digestion? Est-ce que ces enfants, effectivement, sont difficiles à table? Faut voir, effectivement, au niveau plus général, si au niveau de la santé, il y a des symptômes, des choses qui sont au-delà de leur teint pâle. Et effectivement, si les enfants sont un petit peu moins vivants, ont un sommeil perturbé, etc., on peut se poser des questions. L'alimentation, dans ce cadre-là, effectivement, peut être investiguée dans le sens où, dans certains cas, et dans notre société actuelle, il y a des aliments qui sont un petit peu, je dirais, compromettants pour la santé, comme les protéines de lait, comme le lactose, comme le gluten, comme certains aliments qui peuvent donner des réactions au niveau du corps, au niveau digestif. Donc là, il faut passer effectivement la main à un professionnel de santé pour faire des recherches
et voir si effectivement ce teint pâle, alors parfois les enfants sont cernés, hein, il y a vraiment, on voit hein, quand un enfant n'est pas en forme, et donc voilà, pour faire un bilan de santé et chercher un petit peu le pourquoi de cette apparence un petit peu palote. Est-ce que l'enfant grandit bien? Est-ce qu'il s'épanouit? Est-ce que au niveau de l'activité sportive tout va bien? Voilà, donc c'est un petit peu plus complexe de répondre à ce genre de questions et ne pas justement s'arrêter à l'aspect physique. Voilà. Si je peux reprendre aussi, et puis ça se posait aussi la question aussi du teint pâle. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop à l'intérieur sur ses jeux vidéo, des choses assises, qu'il est bien à l'extérieur aussi, parce que des fois c'est peut-être pas un signe du tout de mauvaise santé. Donc ça, il faut en tenir compte aussi, pas tout de suite commencer dans des examens médicaux non plus, s'il n'y a pas lieu. Mais c'est vrai qu'il faut s'alerter si après il y a d'autres signes. Mais des fois, un teint pâle, ça peut être dû parce que l'enfant n'est pas suffisamment à l'extérieur et plus à l'intérieur. Enfin voilà, parce que c'est vrai qu'ici, malheureusement, on a moins de soleil aussi l'hiver, en tout cas côté. Non, malgré que cette année on a eu du beau temps, hein, on va pas se plaindre. On va terminer par une petite touche de légèreté, enfin ou pas, vous allez me dire. Mon adolescent se lève pour grignoter en pleine nuit, que faire? Alors, si l'adolescent se lève en pleine nuit, il y a peut-être un problème au niveau de l'alimentation déjà sur la journée. C'est déjà se poser la question, parce que s'il se lève la nuit, c'est qu'il a peut-être pas mangé assez à table. Peut-être qu'il y a un souci aussi à l'école, les repas sont peut-être pas trop bons. Donc, il faut quand même essayer de chercher ailleurs, pas se dire, tiens, il se lève la nuit, va cacher les choses à grignoter. Donc, oui, c'est regarder. Je veux dire, en général, est-ce qu'il a un bon petit déjeuner? Est-ce qu'il a un bon repas de midi? Est-ce qu'il a bien mangé le soir? Parce que souvent, les grignotages sont dus, des fois, à une alimentation un peu déséquilibrée. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Karen. Merci Merci à tous. On se retrouve très rapidement pour de prochaines émissions.